Thank you for listening to Depictions Media Radio. Which will provide an update on the COVID-19 vaccine rollout in Canada. Bienvenue au brefage technique afin de donner une mise à jour sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 au Canada. Today, we will hear remarks from Dr. Howard New and Major General Danny Fortin from the Public Health Agency of Canada and from Dr. Tom Wong, Chief Medical Officer of Public Health Indigenous Services Canada. They will be accompanied by Joël Paquette from Public Services and Procurement Canada to answer questions. Aujourd'hui, nous entendrons des allocutions de Dr. Howard New et Major Général Danny Fortin de l'Agence de la santé publique du Canada et du Dr. Tom Wong, médecin en chef de la santé publique des services aux Autochtones Canada. Ils seront accompagnés par Joël Paquette de Services publics et Approvisionnement Canada pour la période de questions. Following the remarks, we will open the teleconference line for questions from the media. Suite à la présentation, nous répondrons à vos questions. If you wish to ask a question, please press star 1 on your phone. Si vous désirez poser une question, veuillez appuyer sur étoile 1. Procédons à la séance d'information technique. Let's begin today's technical briefing. Over to you, Dr. New. Thank you, merci. Hello, everyone, and thank you for joining us at today's technical briefing on Canada's COVID-19 vaccine rollout. I'm here with Major General Danny Fortin, Vice President of Operations and Logistics at the Public Health Agency of Canada, as well as Dr. Tom Wong, Chief Medical Officer of Public Health, Indigenous Services Canada. We will each provide brief remarks and then open the floor to questions. To assist us in answering your questions, we have with us Joël Paquette from Public Services and Procurement Canada. Increasing numbers of Canadians are getting their vaccines. As of today, more than 13 million COVID-19 vaccines have been administered in Canada. Of them, more than 2 million people have received their shot during the last week. As of last Saturday, more than 36% of the adult population in Canada has received one dose of the vaccine. Among people 80 years of age or over, 88% have received their first dose and 16% have received their second. And among people 70 to 79 years of age, 84% have received their first dose and 5% have received their second. In younger groups, 61% of those aged 60 to 69 years and 35% of those aged 50 to 59 have received their first dose. In all three territories combined, almost 71% of adults over the age of 18 have received at least one dose of COVID-19 vaccine and 59% have received their second dose. This high vaccine uptake, coupled with strong public health measures, has contributed to a steady decline in active cases within the territories. In Quebec and Saskatchewan, almost 40% of adults have received at least one dose so far. Nova Scotia and Manitoba have vaccinated more than 6% of their population in just 1 week. We are pleased to see this uptake in all of our provinces and territories. As of April 23rd, there have been 4,128 reports of adverse events following immunization to date. These include any medical event that occurs following immunization, but isn't necessarily related to the vaccine. 617 of these reports, about 1 in 19,000 doses administered, were considered serious, such as a severe allergic reaction. As of April 23rd, there have been 7 cases of blood clots with low platelets following receipt of AstraZeneca vaccine in Canada, reported to the federal level. Sadly, one of these cases, reported from Quebec, is a person who has passed away. We offer our sincerest condolences to her family and friends. Health Canada and the Public Health Agency of Canada are gathering additional information on this case and will consider the details as part of the ongoing monitoring of risks following immunization with the AstraZeneca vaccine. The rate of this adverse event is most commonly estimated to be between 1 in 100,000 and 1 in 250,000 doses administered, but it could be lower or higher than that. Following reports of very rare adverse events related to blood clots with low platelets after the receipt of the Janssen vaccine in the United States, Health Canada conducted a thorough, independent assessment of all available scientific data and has now concluded
that these events may be linked to the use of the vaccine. However, the regulator has determined that the benefits of the vaccine continue to outweigh the risks. This is in line with the findings of other regulators, including the U.S. Food and Drug Administration and the European Medicines Agency. As a result, Health Canada has worked with Janssen to update its vaccine product label regarding this rare event and to provide the necessary information to healthcare professionals and vaccine recipients on the signs and symptoms to watch for, as well as available treatment guidelines. The Public Health Agency of Canada and Health Canada continue to monitor the safety and efficacy of all authorized COVID-19 vaccines in collaboration with provinces and territories, the manufacturers, and international partners. The system is working, and we are committed to ongoing transparency and providing Canadians with the information they need to make informed decisions. This week is National Immunization Awareness Week, an opportunity to celebrate and acknowledge the importance of vaccination. The timing for this is significant as COVID-19 vaccines become increasingly accessible to a growing proportion of the population. And some provinces and territories are also focusing their vaccination efforts to reach at-risk communities and hotspots. I want to also take this opportunity to remind Canadians that, regardless of their vaccination status, they should continue following public health measures even as we begin to see the positive impact of the vaccines. Since January, we have seen a decline in COVID-19 incidence rates among adults 80 years or older, a promising trend related to the fact that the majority of individuals in this group has received one dose of a COVID-19 vaccine, and many have received both doses. There are currently multiple initiatives underway to mark National Immunization Awareness Week. Earlier today, the Public Health Agency of Canada announced funding for 2 projects through the Immunization Partnership Fund to address vaccine confidence. One is a project from the Canadian Association of Science Centers called #ScienceUpFirst, which aims to debunk misinformation and reach vulnerable populations with culturally relevant and scientifically accurate COVID-19 information. The University of Toronto leads the second project, known as CARD, which aims to facilitate a more comfortable vaccination experience by introducing proven pain management techniques to address needle fear. These innovative projects are helping to ensure Canadians have access to reliable information on COVID-19 vaccines and vaccination. Our partnership with Uber, announced last week, is also expanding access to critical information. To support increased vaccine uptake, the #MyWhy campaign, launched earlier this month, will continue throughout the vaccination rollout. The campaign asks people what's motivating them to get the COVID-19 vaccine and to share their reasons on their social media channels. I encourage people everywhere in Canada to take part in this initiative. Your story may compel someone else to get vaccinated and share their story, further protecting our communities and spreading the word about the importance of vaccination. If you still have questions about the COVID-19 vaccines, don't wait. Turn to a trusted source, such as your healthcare provider, so you can make an informed decision about getting vaccinated when your turn comes, which may be very soon. Thank you. Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette séance d'information technique sur le déploiement des vaccins contre la COVID-19 au Canada. Je suis ici avec le Major général Danny Fortin, vice-président de la logistique et des opérations à l'Agence de la santé publique du Canada, de même qu'avec le Dr. Tom Wong, médecin en chef de la santé publique des services aux Autochtones Canada. Nous ferons chacun une brève allocution, puis nous passerons à vos questions. Pour nous aider à répondre à vos questions, nous sommes accompagnés de Joël Paquette des Services publics et Approvisionnement Canada. De plus en plus de Canadiens se font vacciner. En date d'aujourd'hui, nous avons administré plus de 13 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 au Canada. Au cours de la dernière semaine, plus de 2 millions de personnes ont été vaccinées. En date de samedi dernier, plus de 36% de la population adulte du Canada a reçu une dose de vaccin. Chez les personnes de 80 ans et plus, 88% ont reçu leur première dose et 16% ont reçu leur deux doses. Parmi les personnes de 70 à 79 ans, 84% ont reçu leur première dose et 5% ont reçu leurs deux doses.
Pour les autres groupes d'âge, 61% des personnes de 60 à 69 ans et 35% des personnes de 50 à 59 ans ont reçu leur première dose. Pour la population des 3 territoires canadiens regroupés, près de 71% des adultes de plus de 18 ans ont reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19 et 59% ont reçu leur 2 doses. Ce taux de vaccination élevé, jumelé à des solides mesures de santé publique, a contribué à la baisse constante des cas d'infection actifs dans les territoires. Au Québec et en Saskatchewan, près de 40% des adultes ont reçu au moins une dose jusqu'à présent. En Nouvelle-Écosse et au Manitoba, plus de 6% de la population ont été vaccinés en une seule semaine. Nous sommes heureux d'observer ces taux de vaccination dans les provinces et les territoires. En date de 23 avril, nous avons reçu 4128 signalements d'événements indésirables suivant l'immunisation, dont tout phénomène médical qui se produit après la vaccination, mais qui n'est pas nécessairement associé au vaccin. Parmi ces signalements, 617, soit environ un quart sur 19 000 doses administrées, concernant des effets secondaires considérés comme graves, par exemple une réaction allergique grave. En date de 23 avril, il y a eu 7 cas de caillots sanguins en association avec un faible taux de plaquettes après l'administration du vaccin d'AstraZeneca au Canada signalé à l'échelon fédéral. Malheureusement, l'un de ces cas signalés au Québec est celui d'une personne décédée. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de la défunte. Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada recueillent de l'information additionnelle sur ce cas et examineront les détails dans le contexte de la surveillance continue des risques suivant l'administration du vaccin d'AstraZeneca. Le taux de cet événement indésirable est le plus souvent estimé entre 1 cas sur 100 000 doses administrées et 1 cas sur 250 000 doses administrées, bien que pourrait être plus ou moins élevé que cette estimation. Après des signalements d'effets secondaires très rares liés à des caillots sanguins en association avec un faible taux de plaquettes après l'administration du vaccin Janssen aux États-Unis, Santé Canada a fait un examen indépendant approfondi de toutes les données scientifiques connues et a maintenant conclu que ces phénomènes pourraient être liés à l'administration du vaccin. Toutefois, l'organisme de réglementation a déterminé que les avantages du vaccin continuent de l'emporter sur les risques. Cette conclusion correspond à celle d'autres organismes de réglementation, dont la Food and Drug Administration des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments. Par conséquent, Santé Canada a collaboré avec Johnson & Johnson pour que l'étiquette du vaccin Janssen soit mise à jour à la lumière de ce rare événement et afin de fournir les renseignements requis aux professionnels de la santé et aux personnes vaccinées au sujet des signes et des symptômes à surveiller, ainsi que les directives accessibles en matière de traitement. L'Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada continuent de surveiller l'innocuité et l'efficacité de tous les vaccins homologués contre le COVID-19 en collaboration avec les provinces, les territoires, les fabricants et les partenaires internationaux. Le système fonctionne et nous sommes résolus à faire preuve d'une constante transparence et à fournir aux Canadiens et aux Canadiennes les renseignements nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Nous sommes en pleine semaine nationale de promotion de la vaccination qui offre l'occasion de célébrer et de reconnaître l'importance de la vaccination. Le moment est particulièrement opportun pour souligner cette semaine, alors que les vaccins contre la COVID-19 sont progressivement accessibles à une partie de plus en plus grande de la population et que certaines provinces ainsi que certains territoires concentrent également leur campagne de vaccination sur les collectivités vulnérables et les points chauds. Je tiens également à profiter de l'occasion pour rappeler aux Canadiens de continuer à mettre en pratique les mesures de santé publique qui soient
ou non vaccinés, même si nous commençons à observer des retombées positives de la vaccination. Depuis janvier, nous avons observé une baisse des taux d'incidence de la COVID-19 chez les adultes de 80 ans et plus. Il s'agit d'une tendance prometteuse découlant du fait que la majorité des personnes de ce groupe ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 et que beaucoup d'entre elles ont reçu leurs 2 doses. Diverses initiatives sont en cours pour souligner la Semaine nationale de promotion de la vaccination. Plus tôt aujourd'hui, l'Agence de la santé publique du Canada a annoncé du financement provenant du Fonds et des partenariats pour l'immunisation pour deux projets visant à renforcer la confiance à l'égard des vaccins. Le premier est un projet de l'Association canadienne des centres des sciences appelé #La science d'abord, qui vise à refuter la mésinformation et à joindre les populations vulnérables aux moyens d'information scientifique exacte sur la COVID-19 et adaptés aux réalités culturelles. L'Université de Toronto dirige le deuxième projet appelé CARD, qui vise à faciliter l'expérience de la vaccination au moyen de l'utilisation des techniques de prise en charge de la douleur éprouvée pour atténuer la peur des injections. Ces projets novateurs contribuent à garantir que la population canadienne ait accès à de l'information fiable à propos des vaccins contre le COVID-19 et de la vaccination. Notre partenariat avec Uber, annoncé la semaine dernière, étend aussi l'accès à de l'information essentielle. Lancée plus tôt ce mois-ci, la campagne #Mes raisons pour une hausse de taux de vaccination se poursuivra tout au long du déploiement des vaccins. La campagne demande aux gens ce qui les motive à se faire vacciner contre la COVID-19 et à faire part de leurs raisons dans les médias sociaux. J'encourage les gens de partout au pays à participer à cette initiative. Votre témoignage pourrait convaincre quelqu'un d'autre de se faire vacciner et de témoigner aussi, ce qui accroît la protection de nos collectivités et passe le mot sur l'importance de la vaccination. Si vous avez encore des questions à propos des vaccins contre la COVID-19, n'attendez pas. Posez-les à une source fiable comme votre fournisseur de soins de santé afin de prendre une décision éclairée à propos de la vaccination quand ce sera votre tour, ce qui pourrait être très bientôt. Merci et j'invite maintenant le Major Général Fortin puis le Dr. Wang à prendre la parole. Merci beaucoup, Dr. Nu. Good afternoon, everyone. To date, we have distributed over 15 million vaccines of all types to provinces and territories. Yesterday, we completed the distribution of 1 million doses of Pfizer-BioNTech, and this week's distribution of 65,000 doses of Moderna is in progress. We also received 300,000 doses of the Janssen vaccine earlier this week. Vaccines arrived last night. They will go through a thawing process and be prepared for use. Once shipments are repackaged, deliveries will start to provinces, and this is expected at the beginning of next week. As with other vaccines, the allocation for Janssen to provinces and territories will be on a per capita basis, maximizing national impact and ensuring equity. Now, starting next week, we are set to receive 2 million doses weekly from Pfizer-BioNTech. In June, this is expected to increase to 2.4 million doses a week. For this quarter, it will bring the total expected of Pfizer-BioNTech doses to more than 24 million. The next Moderna shipment is expected to be slightly more than 1 million, and we're planning on distributing to provinces and territories over the course of the week of May 10th. Discussions are ongoing with Moderna to regulate its delivery process by determining a predictable level of supply, repeatable at an increased frequency so that planners can build immunization plans with confidence.
We'll communicate quantities and schedule to provinces and territories as soon as we confirm up details. Despite the recent reduction in delays, Moderna intends to come as close as possible to the 12.3 million doses objective for this quarter. We'll provide additional updates as they become available on that in that regards. In closing, the ramping up of the vaccine rollout continues with the arrival in country of another vaccine. We'll see at least 2 million a week moving forward. And this allows more and more Canadians to get vaccinated quickly and efficiently. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons ce jour distribué aux provinces et aux territoires près de 15 millions de doses de tous les vaccins homologués contre la COVID-19. Nous avons terminé hier la distribution d'1 million de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech et la distribution cette semaine de 650 000 doses du vaccin de Moderna est en cours. Nous avons aussi reçu 300 000 doses du vaccin de Janssen cette semaine. Ces vaccins arrivés hier soir seront soumis à un process de décongélation et seront préparés pour l'emploi. Les livraisons aux provinces et aux territoires commenceront une fois que les envois auront été préparés, emballés, et ce qui est prévu pour le début de la semaine prochaine. Comme pour tous les vaccins, l'attribution des vaccins de Janssen dans les provinces et territoires se fera selon le nombre de personnes, soit par capita, afin d'optimiser les résultats à l'échelle nationale et garantir l'équité. Maintenant, à compter de la semaine prochaine, nous attendons à recevoir 2 millions de doses de vaccins Pfizer-BioNTech par semaine. Cette quantité devra augmenter à 2,4 millions par semaine en juin. Et la quantité de doses de vaccins Pfizer-BioNTech prévue pour le trimestre en entier est au-dessus de 24 millions. Le prochain envoi de vaccins Moderna prévu devrait être d'un peu plus d'1 million de doses. Nous prévoyons en faire la distribution aux provinces et aux territoires au cours de la semaine du 10 mai. Maintenant, des discussions sont en cours avec Moderna pour régulariser le processus de livraison, c'est-à-dire déterminer une quantité prévisible de doses envoyées dans des intervalles plus rapprochés, afin que les planificateurs à tous les niveaux puissent élaborer un plan de distribution solide et efficace. Nous communiquerons les quantités des doses et le calendrier de livraison aux provinces et aux territoires dès que nous pourrons préciser les détails. Malgré les récents retards et les récentes réductions, Moderna a l'intention de se rapprocher le plus possible de l'objectif fixé de 12,3 millions de doses pour le trimestre en cours. Alors là-dessus, nous fournirons plus de détails quand nous en aurons. Alors, en conclusion, l'accélération de déploiement des vaccins se poursuit avec l'arrivée au pays d'un autre vaccin. Nous recevrons à l'avenir au moins 2 millions de doses par semaine à partir de la semaine prochaine, ce qui permettra de plus en plus de personnes au Canada de se vacciner d'une façon rapide et efficace. Merci. Je passe maintenant la parole à mon collègue. Merci. Je tiens à reconnaître que je me trouve sur le territoire non cédé du peuple algonquin. Le taux de cas actifs de COVID-19 dans les collectivités des Premières Nations étant à son plus bas niveau depuis le mois de novembre dernier.
Today, I can share that COVID active case rates in First Nations communities on reserve is at the lowest since last November. This is attributed to the tremendous efforts of Indigenous leaders, frontline workers, successful vaccine campaigns in Indigenous communities across Canada, as well as other strict public health measures in place. As of April 27th, a total of 366,418 doses of vaccines have been administered in 661 communities, with close to 60% of adults in First Nations communities, as well as over 70% of adults living in the territories who have received at least one dose of a COVID-19 vaccine. In addition to Northern Indigenous communities, I want to highlight that there are many vaccination campaigns for urban Indigenous populations across Canada. In Halifax, Montreal, Toronto, Ottawa, Hamilton, North Bay, Sudbury, Thunder Bay, Winnipeg, Brandon, Portage, Thompson, Regina, Prince Albert, Calgary, Edmonton, and Vancouver, to name just a few. The Métis Nation of Saskatchewan organized a 2-day vaccination clinic in Saskatoon last week, where they vaccinated close to 300 urban Métis members. These are just some examples of the truly remarkable efforts of First Nations, Inuit, and Métis partners to offer vaccines to as many as possible to help turn the COVID-19 pandemic around. Miigwech, Nakumik, merci, thank you, and merci. We will now open the phone lines to questions. We ask that you limit yourself to one question and only one follow-up. We will be taking your questions in both official languages. Nous vous demandons de vous limiter à une question et seulement une question suivie. Vous pouvez poser vos questions dans l'une ou l'autre des langues officielles. We will start with the first question. Première question, opérateur. Thank you. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. The first question is from, la première question est de David Thurton, CBC News. Please go ahead, à vous la parole. Hi, thanks for taking our questions. Ontario and Quebec have announced today that their timelines for everyone over the age of 18 to book a vaccination appointment. So I'm just wondering, what's changed in your messaging to the provinces that has allowed them to, flip the switch and, release shorter timelines so that, more Canadians can get vaccinated? Yeah, it's General Fortin here. I think what's changed is the massive increase in vaccines in the next few weeks. Provinces had been planning on a significant increase in vaccines June onwards. That's been accelerated as previously announced. And so if you look at what we have received to date and distributed, which is approximately 15 million doses since we started in December, what you will see between now and the first week of June is about the same amount. So it's a significant increase in provinces and territories, vaccines that arrive on schedule at a pace, and provinces are now able to plan better with more certainty, with more confidence, their immunization plans, and the same with the territories that have been receiving a steady flow of vaccines. So today we heard from Ontario and Quebec moving forward their timelines for people under 18. When do you anticipate, Major General Fortin, when do you anticipate other provinces will be able to open up vaccinations to all adults? Well, my colleagues and I are in constant conversation with provinces, as well as CPHO and Dr. Tam, Dr. New, and others at various tables, and we constantly hear the different perspectives from the provinces and territories. There are pilot programs with more pharmacies, more modalities, drive-through clinics in Saskatchewan, walk-in clinics in different provinces. Most provinces are exploring new modalities and
and ways to distribute even more through more locations the different vaccines that are coming online. I think the provinces would have to make those comments at this point. Wouldn't want to speak on their behalf, but just the number of vaccines that are being made available to provinces and territories in the coming weeks will allow them to adjust their plans and share that with us. Merci beaucoup. Prochaine question. Thank you. Merci. The next question is from. La prochaine question est de Catherine Lévesque de la Presse canadienne. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour à vous tous. Ma première question est pour Dr. New. Je me demandais, est-ce que vous avez des recommandations à faire, à savoir qui devrait recevoir ces doses de Johnson & Johnson? Est-ce que les provinces devraient, par exemple, les réserver aux travailleurs essentiels ou encore les diriger dans les zones chaudes là, où on retrouve davantage de cas? Est-ce que ça pourrait être une solution que vous pourriez recommander? Alors, merci pour la question. Je pense que moi, avec tout le monde, on attend avec impatience parce que notre comité consultatif national de l'immunisation est en train de analyser les données probantes concernant le vaccin de Johnson & Johnson. Et puis, je pense que bientôt, peut-être ils vont faire une déclaration. Donc, je pense que après ça, c'est vraiment pour les provinces et territoires de regarder c'est quoi les recommandations de CCNI et puis après utiliser le vaccin dans leur propre contexte, dans leur juridiction pour leur propre programme de vaccination. Moi, je peux dire, on est en train, on a eu des bonnes conversations, même à l'heure actuelle, avec nos homologues des provinces et territoires, et c'est sûr, c'était, comment dire, un autre outil, un autre vaccin dans notre portefeuille, et c'est aussi, il y a quelques caractéristiques, par exemple, selon le fabricant, ça exige seulement une dose, et c'est quelque chose à considérer, par les programmes de vaccination dans les provinces et territoires. Mais je pense que la première étape, c'est attendre les recommandations de CCNI, puis après, on continue nos discussions avec les provinces et territoires. Merci. OK, donc j'avais cru comprendre que le CCNI, c'était indépendant, donc je me demandais si vous, là, comme venant de l'Agence de la santé publique, vous aviez peut-être une recommandation à part. J'ai aussi une question peut-être un peu plus personnelle pour peut-être Monsieur Major Général Fortin et vous, Dr. New également. Là, ça fait des semaines et des mois que vous êtes devant nous à tenir des conférences de presse, des briefings techniques. Et là, tout d'un coup, on a l'Ontario et le Québec aujourd'hui qui nous annoncent qu'ils vont commencer à vacciner la population générale. Je me demandais comment est-ce que vous vous sentez actuellement de voir que peut-être que justement l'ensemble des Canadiens vont commencer à être vaccinés en masse. Voilà, si vous pouviez peut-être répondre les deux, comment vous vous sentez alors qu'on a ces bonnes nouvelles. Merci. Bon, peut-être moi, je peux commencer par aussi répondre à la dernière question. Pour moi aussi, moi, j'ai comme une certaine compétence, mais je suis pas un expert dans tous les domaines comme médecine, pédiatre, l'immunologie. Donc, j'attends avec impatience vraiment les recommandations de tous les experts de notre comité indépendant. Donc, comme aussi les homologues des provinces et territoires, on attend les recommandations de CCNI. Et c'est sûr, comme avant, les provinces et territoires, c'est vraiment les médecins hygiénistes. Ils utilisent leur expertise, aussi perspective de la santé publique pour, opérationnaliser les recommandations dans leur propre contexte, qu'est-ce qui sort de CCNI. Pour la deuxième question, moi, je pense aussi, je ne peux pas parler pour Major Général Fortin, mais wow, pour moi, ça, c'est quelque chose, vraiment des bonnes nouvelles. On attend avec, on attendait plusieurs mois. On savait déjà que le premier trimestre, c'était une période avec une quantité limitée, on peut dire, des vaccins, et on a même dépassé le nombre de vaccins
livrés et maintenant avec des millions et des millions de doses, même un autre vaccin qui arrive ici au Canada, je pense que c'est vraiment des bonnes nouvelles et je pense que nos homologues, aussi les partenaires dans les provinces et territoires, tout le monde, c'est vraiment des bonnes nouvelles. C'est tout ce que je peux dire et je pense que c'est vraiment des bonnes nouvelles, même pour moi personnellement, parce que je peux encourager même mes enfants maintenant à se faire vacciner. Je pense que pour ma part, je suis très fier de faire partie de cette aventure. Mais je pense aux milliers de personnes au Canada, dans les différents ministères, au sein des différentes agences, aux provinces et territoires, des groupes autochtones qui ont travaillé d'arrache-pied pour livrer les vaccins. C'est un peu tôt pour célébrer trop vite, mais je pense qu'on peut quand même soulever que on est sur le dernier droit. Il y a beaucoup de travail encore à faire, mais on est vraiment sur une bonne lancée, c'est très encourageant. Et c'est Dr. New, seulement pour aussi faire le point que oui, c'est vraiment des bonnes nouvelles, mais comme j'avais constaté, il faut pas lâcher avec les bonnes mesures de santé publique parce que il faut continuer, même avec les déploiements des vaccins, c'est quelque chose d'important aussi à continuer à faire à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle de la population. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question. Thank you. Merci. The next question is from. La prochaine question est de Dylan Robertson de Winnipeg Free Press. Please go ahead. À vous la parole. Hi, Dr. New. North Dakota is now offering vaccinations to Manitoba teachers, and the Manitoba Premier says that these teachers don't have to quarantine if they cross the border to get the shots and immediately return. I'm wondering from a public health perspective if it's safe to have teachers crossing an international border for vaccines, and what it says that, provinces are leaning on Americans to immunize essential workers. Well, all I can say is from a public health perspective, certainly we're all aware of the NACI recommendations, which laid out the priority groups, obviously starting with our elderly and healthcare workers, people on the front lines. And as we move down, certainly essential workers, I would say certainly teachers play a very important role in our society, would be among those groups. But just as we answered with sort of the previous question, we're anticipating getting many millions of doses into the country, and obviously a large, obviously on a per capita basis, many of those doses are going to Manitoba and Manitobans, and so certainly our understanding expectation is that the Manitoba officials are looking at their vaccination program. Will be planning to actually administer the vaccines to Manitobans in the most effective manner possible, according to obviously local considerations such as our epidemiology. That's all I can say at this point. And as I said as well, it's important as we roll out vaccines to continue following public health measures. So certainly one of the things that everyone's been saying is that limit your movement, your mobility, stay at home if possible. So that's all I'll say on that in terms of, stay at home, wait your turn. And I think certainly the doses are coming. And I think just as was mentioned before with other provinces, also lowering the age and making it available to many more Canadians, I anticipate the same situation applies to Manitoba. Thank you. Thank you. And my follow-up is for Major General Fortin. The Manitoba Premier says he's had to rely on the generosity of Americans because Canada's slow procurement of vaccines. I'm wondering if that's a fair comment. Well, all I could tell you is that the numbers increase. And next week, Manitoba, for instance, can expect to receive 73,000 Pfizer vaccines, and more in the following weeks as Moderna starts arriving on a steady pace. So while the doses may not have been sufficient to vaccinate at the pace that was expected earlier, we are getting far more than expected next month than we had originally anticipated for the month of May. So it will increase. More doses are coming, and I know that the Manitobans are doing
a lot of great work optimizing the different distribution or the different immunization platforms and modalities to include RBC Center in Winnipeg with a throughput of 5,000 doses a day. So that's it's quite remarkable. Merci. Prochaine question. Thank you. Merci. The next question is from. La prochaine question est de Estelle Côté-Sroca de Radio-Canada. Please go ahead. À vous la parole. Bonjour, j'ai une question concernant les vaccins de Johnson & Johnson qu'on vient de recevoir. J'aimerais savoir d'où viennent ces vaccins. Est-ce qu'ils viennent des États-Unis, de cette usine Emergent à Baltimore, au Maryland? Et si oui, comment pouvez-vous garantir que ces vaccins-là sont sécuritaires étant donné les problèmes qu'on a connus à cette usine de Baltimore? Danny, est-ce que je peux peut-être répondre. On ne peut pas divulguer d'où vient la manufacture de ce vaccin-là. Et Santé Canada régularise le vaccin et il pourrait probablement répondre à cette question que vous demandez. Merci. C'est Général Fortin. Je pourrais ajouter que pour des raisons que j'ai expliquées à plusieurs reprises, mes collègues aussi, depuis décembre dernier, on ne divulgue pas certains détails de notre chaîne d'approvisionnement pour des raisons évidentes. Mais je vous assure que le produit qui arrive est sécuritaire et puis il sera distribué dans les plus brefs délais. J'aimerais savoir justement qu'est-ce que vous faites pour vous assurer qu'on n'a pas reçu ces vaccins qui étaient destinés à être jetés, parce qu'on sait qu'il y a eu des gros problèmes à cette usine-là avec plusieurs milliers de doses qui étaient destinées à la poubelle. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi le processus que vous prenez pour vous assurer que ce ne sont pas ces vaccins-là qu'on a reçus. Puis finalement, le processus pour garantir que les vaccins qu'on reçoit sont sécuritaires et que ce sont les bonnes doses, pas celles qui étaient destinées à être jetées. C'est Dr. New. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est on sait que nos collègues à Santé Canada, c'est fait partie de leur comme des processus d'approbation. C'est pas seulement regarder avec les données probantes des essais cliniques pour regarder, analyser l'efficacité et aussi c'est quoi les avantages et risques pour les vaccins, mais c'est aussi regarder, comme on dit, les processus pour fabriquer les vaccins. Donc, ça fait partie de le processus au complet pour l'approbation des vaccins, incluant aussi la livraison. Mais je pense que peut-être un peu à vous donner des autres renseignements de Santé Canada plus tard. Merci beaucoup. Prochaine question. Thank you. Merci. The next question is from. La prochaine question est de Mackenzie Gray, CTV News. Please go ahead. À vous la parole. Hey there. My first question is for Major General Fortin on Moderna. In the previous shipment that was delayed by a week, you'd been saying consistently for the full period of time that they were coming every 2 weeks. So kind of by the calculations I had, we were expecting a Moderna shipment come next week in the first week of May. You're saying it's going to be delayed a week. So can we expect that every subsequent shipment will kind of be pushed back a week, or is Moderna committed to meeting what their original schedule was that you had outlined before? Thank you, Mackenzie. Moderna moved from a 3-week schedule to a 2-week schedule, and experienced some challenges with the quality assurance processes in terms of backlog, and they assure us now that they're coming out of this strong. They've increased their production. They're aiming to provide as many doses as possible, up to the 12.3 that they had committed to for this quarter.
and over the next 9 weeks, this would mean if you even it out about 1 million a week. And starting the week of May 10th, we will deliver 1 million, just a little over 1 million that week. And we're just nailing down the last detail to make sure that we have a good understanding of the flow and the rhythm. And I think next week I'll be in a better position to confirm what that looks like moving forward. But we're looking at increasing the frequency and have a predictable quantity on a regular basis so that we can plan, execute effectively the immunization plans at all levels. Thanks, Major General Fortin. My follow-up is for Dr. New. I want to just go back to what you and Dr. Tam talked about on Friday with the modeling. There's been a lot of talk about the 75% of Canadians being vaccinated, plus a 20% being fully vaccinated means that restrictions can be lifted. Dr. New, can you give us an outline of when you talk about restrictions being lifted, what kind of restrictions would be able to come up at that point in time? Well, thank you very much for the question, Mackenzie. Maybe I'll just go back to what Dr. Tam and I present. I think it was Friday. As part of modeling, we put these figures forward, but as you hopefully have noted at the bottom of that slide, there are a lot of caveats, a lot of underlying assumptions, hypotheses, depending on what happens with variants, with sort of ongoing transmission, et cetera, and so on. So I think it is good, though, because we are discussing with our provincial and territorial partners to have a sort of that aspirational goal that say, hey, based on the projections of what we know at this point in time, if 75% of Canadians have received their first dose and 20% have received their second dose, then certainly also looking at the indicators, as I said, it's not just the vaccine coverage alone, but it's also looking at the indicators. What is the epidemiological situation? What is the rate of hospitalization and so on? That would help determine officials. And I would say really at a local level, I don't think you can generalize for a whole province, because just for example, for the province of Ontario, the situation, let's say in the Metro Toronto area, could be completely different compared to, let's say, Northern Ontario. But having said that, I think that based on having that vaccine coverage with the 1 and 2 doses, and then looking at those epidemiological indicators, I think the types of restrictions I think that could be looked at obviously would be maybe encouraging more sort of outdoor gatherings in terms of maybe people being able to get together and so on and so forth. I can't really say and predict because, to be honest, I don't want to say something that gives sort of a false hope or expectation for something that may not turn out to be exactly what the situation may be when we reach that target. But certainly, I think that we'll have to follow it closely. And certainly, I think I would say that we talked about the 20% for the 2 doses, right? But I think really, aspirationally, I think what we're all aiming for is to have all Canadians be offered, quote, the 2 doses. So ultimately, I think it'd be looking hopefully to having all Canadians have the 2 doses, not just sort of stopping at 20% of Canadians receiving that 1 dose. Thank you. Thank you. Next question, please. Prochaine question. Thank you. Merci. The next question is from La prochaine question est de Mia Robson, the Canadian Press. Please go ahead. À vous la parole. Hi, good afternoon, Dr. New. I noticed from the numbers that you presented today in terms of how many seniors over the age of 70 in particular have been vaccinated, that they seem to be much higher than the typical number of seniors who get vaccinated for the flu. And I'm just wondering if you could, talk a little bit about maybe why the uptake of the vaccine has been higher than it is for the flu, and if we're seeing that in other populations as well. Thank you. That's a great question. I don't want to speculate too much. I certainly have my own sort of personal thinking on this. I think to start off, we've all recognized with this global pandemic, COVID-19, that if you look simply at the morbidity, mortality, how serious a disease COVID-19 has been obviously for the past year, and even now more so maybe with the variants coming, and we're seeing younger groups impacted, that I think
many people, obviously including our seniors who were hard hit in the first and second waves, recognize how important it is to be vaccinated. Not to take away from the flu, but I would say that maybe historically people in general, their uptake or acceptance of the flu vaccine compared to sort of, what many people might have thought would be, okay, it's a relatively mild disease for many, and maybe it's, for whatever reason they didn't take the flu vaccine. Hopefully, seeing the positive impacts that the COVID-19 vaccination has had, I would hopefully anticipate that there's what you call a sort of a knock-on or spillover effect, that people recognize that for the flu or for lots of other vaccine-preventable diseases, vaccination really is one of the most important public health tools. So looking forward to hopefully this being an enduring sort of legacy in terms of people's attitudes towards vaccination in general. And of course, as he said, with Immunization Awareness Week and so on, hopefully this is also another opportunity to celebrate and recognize the importance of a vaccination. So I think I'll leave it at that. And all I can say is that we're seeing the fruits of the vaccination with the seniors, and hopefully others will see that it's important and that they also take the vaccine as soon as it becomes available and offered to them. And moving forward, hopefully in the future years, people also take up the flu vaccine, on a more sort of regular basis as well. Thank you. And a couple of weeks ago, the CDC released data in the United States about the number of people who were vaccinated who had still come down with COVID, as well as getting seriously ill or dying from it. Is Canada keeping those statistics, and when might we see some of that kind of data in Canada? Well, obviously, statistics or data like that are being collected at the provincial and territorial level. So we are in close discussions with them in terms of obviously rolling up that kind of important information up to the federal or national level. We've had some good, I would say, presentations, reports on cases that develop after a sort of a vaccination. It's important to note, I think, that people are making the distinction between, cases that might occur within, quote, the first 14 days post-vaccination. I think most people understand that it takes, at least sort of the 2 weeks to develop immunity, or at least a certain level of protection following that first dose. And so I think the analysis is more important to look at what cases develop sort of after the 2 weeks post-vaccination. The other point also would be interesting to look at is that certainly as more and more of the population gets vaccinated, there's also the aspect that, as we know, no vaccine is 100% effective. So even if 80% after one dose, or let's say, for example, 90% protection after 2 doses, if you take it at a high population level with millions and millions of Canadians being vaccinated, certainly, we do anticipate that there will be cases occurring just because of the fact that the vaccine effectiveness is not 100%. So that's something to look at. And of course, the provinces and territories and ourselves at the federal level, we're also looking very closely in terms of cases that do develop post-vaccination. We're looking for something called vaccine escape, especially looking in terms of the variants. Are the variants having any impact in terms of the effectiveness of the vaccine? So there are lots of, I think, important questions, and we're actively at all levels of government, and certainly at a local level as well, collecting the data. We'll do the analysis, and hopefully at the appropriate time, in a timely fashion, we'll be able to present something to you. Thank you. La prochaine question sera la dernière. The next question will be the last question. Thank you. Merci. The last question is from. La dernière question est de Mélanie Marquis de la Presse. Please go ahead. À vous la parole. Bonjour, ma question est pour le major général Fortin. Sauf erreur, vous n'avez pas mentionné ce qui arrive avec le vaccin AstraZeneca. Il y a les exportations de l'Inde qui avaient été suspendues. Il y a M. Biden qui a laissé entendre qu'on pourrait peut-être en recevoir au Canada. Vous avez quoi sur votre calendrier de livraison, vous, concernant AstraZeneca? C'est une question bonjour. Désolée, c'est Joëlle Paquet, je vais répondre. Avec AstraZeneca, nous discutons toujours avec eux pour une livraison au mois de juin avec leur entente bilatérale.
Et aussi, il y a des discussions à plusieurs niveaux avec les États-Unis pour une possibilité d'avoir des doses plus tôt. Merci. OK. Peut-être, Major Général Fortin, si vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, je ne sais pas si la réponse est différente. Puis, ma question suivante, en fait, c'est par rapport à la sortie de M. O'Toole ce matin qui demandait à Justin Trudeau de s'assurer que tous les Canadiens aient accès à un vaccin d'ici la longue fin de semaine de mai. Si je vous replonge encore dans votre calendrier de livraison, est-ce que c'est quelque chose qui est dans le domaine du possible selon vous? Alors, pour la première question, j'allais justement demander à mes collègues de répondre. Pour ce qui est de calendrier de livraison, comme j'ai indiqué, 2 millions par semaine de Pfizer à partir de la semaine prochaine. Et puis, d'ici début juin, on peut voir près de 15 millions de doses, tout inclus, Pfizer, Moderna, et ce qu'on espère voir si quelque chose peut être amené plus tôt. Par exemple, Johnson & Johnson fait partie du lot, avec ce qu'on a cette semaine. Je crois que on a maximisé nos quantités, certainement dans les calendriers que je vois, maximiser les quantités qui peuvent être déployées à l'échelle nationale au cours des prochaines semaines. D'ici la longue fin de semaine de mai, je pense qu'on va être en très bonne posture à l'échelle nationale pour avoir vacciné un grand nombre de personnes. Maintenant, c'est vraiment aux provinces et aux territoires d'administrer. Vous savez, comme j'ai déjà indiqué par le passé, dans plusieurs cas, les doses peuvent arriver dans une juridiction, mais il faut les redistribuer un peu partout, dans certains endroits éloignés, certains endroits des cliniques rurales, dans les réserves, un peu partout dans les territoires, les provinces. Alors, ça prend un certain temps pour les déployer et administrer ces doses sur une cédule. Alors, tout ça pour dire que d'ici le 3e de mai, je pense qu'on va avoir une très grande quantité de doses un peu partout au pays. Il reste à savoir si les provinces et territoires sentent qu'ils sont en bonne posture pour avoir maximisé ou pour avoir vacciné la grande majorité des populations ciblées. This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.